Bonjour à tous. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de quelques travaux sur l'optimisation de forme qui en anglais s'appelle l'optimal design. Alors design, tout de suite, ça fait penser à des problèmes de designer. Et vous connaissez certainement des designers, donc j'ai montré ici quelques petites illustrations, Pininfarina pour l'automobile, Stark pour les objets de la vie courante, et Le Corbusier en architecture, par exemple. Donc là, c'est pas ça dont je vais vous parler, de design, bien que ça s'y rapproche un peu. Les formes optimales, on en connaît dans la nature. Je vous ai montré ici une image d'un flocon de neige, de nid d'abeilles, ou bien la chaussée des géants en Irlande, qui résulte du refroidissement de roches volcaniques au contact de l'eau, qui forment des pavages hexagonaux extraordinaires par leur régularité. Donc ça, ce sont des formes optimales qu'on trouve dans la nature. Et donc nous, on veut faire autre chose. Ce qu'on veut faire, c'est faire du design de pièces mécaniques, pièces industrielles, qui soient optimales dans un certain sens. Alors, il faut savoir tout d'abord que la simulation numérique est répandue de manière extrêmement courante maintenant dans l'industrie, dans les grandes industries technologiques, c'est-à-dire qu'on sait que les nouveaux avions qui sortent, avant d'avoir volé en réalité, ils ont déjà volé sur des ordinateurs, donc la conception numérique est omniprésente, mais on ne se contente plus maintenant de faire simplement un test numérique d'une solution trouvée par les ingénieurs. Ce qu'on cherche, c'est trouver la meilleure solution, donc on veut optimiser les concepts grâce à la conception et à l'utilisation des outils numériques. Alors l'exemple que je vais prendre ici, la conception numérique, ça va dans plein de domaines, mais moi je vais me restreindre ici aux structures mécaniques, la mécanique du solide. Et l'exemple typique de ce que je vais vous montrer, c'est de chercher une structure mécanique qui soit de poids minimal, tout en respectant un certain nombre de contraintes, de rigidité. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est alléger des pièces mécaniques. Donc changer la forme des pièces pour les alléger et qu'elles rendent le même service ici. Voilà. Et je n'ai pas besoin de vous en dire tellement plus sur les enjeux dans l'industrie. Je vous montre juste deux planches que j'ai piquées à mes collègues, une venant de chez Renault. C'est des travaux qui sont déjà un petit peu anciens, qui n'ont pas été faits du tout par moi. C'est la porte arrière, le haillon arrière de je ne sais quelle voiture. Et ce que vous voyez, c'est que sur la tôle qui va être l'extérieur, il y a des renforts. Et là, vous voyez le résultat d'un calcul d'optimisation topologique. Je vais vous expliquer dans 2 secondes ce que ça veut dire, qui aboutit à un dessin qui améliore le dessin qui avait été fait par un bureau d'études sans l'aide de ces outils, qui ne respectait même pas le cahier des charges. Donc non seulement celui-là est optimal et respecte le cahier des charges, mais celui-ci, qui avait été fait par intuition, ne respectait pas le cahier des charges. Et donc toute la question, c'est de savoir quelle est la topologie, c'est-à-dire le nombre de barres, le nombre de trous dans la structure finale qui renforce votre porte. Autre exemple venant de chez Airbus, un exemple qui vient de l'A380, c'est en fait cette pièce-là, cette pièce mécanique qui est le renfort à l'intérieur de l'aile, qui assure la rigidité de l'aile. Et vous voyez pareil, un outil d'optimisation topologique, à nouveau ce n'est pas le nôtre, c'est des vieux résultats, qui a permis de trouver un dessin original. Et à nouveau, la question importante, c'est ce qu'on appelle la question de la topologie, c'est-à-dire le nombre de barres ou le nombre de trous. Et cet arrangement spécifique est en fait optimal, au sens que c'est celui de poids minimal et de rigidité convenable pour tenir l'aile de l'A380. Donc voilà, ce sont des outils qui existent déjà depuis quelques années à l'intérieur des grands groupes industriels. Alors, cette histoire d'optimisation de forme, ça remonte à il y a très très longtemps, et en fait, ce sont des mathématiques. Beaucoup de gens peuvent croire que c'est des problèmes d'ingénierie ou des problèmes de mécanique. Non, il y a des mathématiques très profondes, et je vous montre ici le portrait de Jacques Hadamard, qui, en 1908, a publié un article sur lequel il ne s'intéressait pas tant que ça à des problèmes d'optimisation de forme, mais à des problèmes de stabilité de plaques encastrées, mais il introduit une méthode qui est l'ingrédient clé dans ce que je vais vous raconter, et je ne vais pas vous dire grand-chose sur cette méthode de variation de frontières. Alors ça, c'est, disons, des bases théoriques qui sont très anciennes. Les outils mathématiques, je les cite ici, juste pour vous dire qu'il y a des choses sérieuses, mais je ne vais pas rentrer dans des détails qui seraient probablement un peu désagréables. Et dire qu'il y a quand même 2 autres ingrédients très importants, récents. C'est la méthode des lignes de niveau, qui a été introduite dans d'autres contextes, fin du XXe siècle par Osher et Setian, et puis des algorithmes très récents de déformation de maillage qui sont issus de collaboration avec des collègues à l'université Pierre et Marie Curie. Et le message que je vais vous faire passer ici, c'est ce mot que j'ai employé de topologie, c'est-à-dire le nombre de barres ou le nombre de trous, qui est en fait
disons, la possibilité de changer la topologie, c'est l'innovation majeure dans ce que l'on fait, et vous allez voir de quoi il s'agit tout de suite. Je vous montre un exemple académique, ça c'est ce que je donne à mes élèves à l'école polytechnique comme travaux pratiques, c'est l'exemple dit de la console optimale. Alors le principe, c'est que c'est accroché à gauche, sur la partie en haut à gauche et en bas à gauche, c'est accroché à un mur, et puis la partie à droite, là vous tirez vers le bas, donc vous transmettez en fait une force à droite à un mur à gauche. Vous voyez ici la forme initiale, avec un certain nombre de trous à l'intérieur, et puis vous voyez la trace du maillage qui permet de faire les calculs. Et puis à droite, eh bien, c'est ce qui va sortir du calcul, c'est la forme optimale. Donc on va faire un calcul, on va faire une suite de formes, de meilleur en meilleur. Meilleur en meilleur, ça veut dire quoi? Eh bien, de poids de plus en plus léger, avec les mêmes contraintes mécaniques. Donc je vous montre le film d'évolution, c'est la même chose. Vous voyez les trous qui se déforment. Donc ça, c'est la méthode d'Hanamard, de faire bouger les frontières. Hein, et donc on fait bouger les frontières, les choses s'améliorent. Et le calcul, en fait, ne va pas converger vers une forme optimale. En fait, il va s'arrêter, parce que vous voyez, il y a une barre ici qui est très fine. En fait, l'algorithme voudrait supprimer la barre. Il voudrait changer la topologie. Il voudrait qu'au lieu d'avoir 7 trous, il n'y en ait que 6, d'accord? Mais changer la topologie, casser cette barre, c'est à la fois une difficulté théorique en mathématiques, mais c'est aussi une difficulté pratique, c'est-à-dire que le maillage, il ne peut pas casser la barre comme ça, il faudrait faire quelque chose, et ce quelque chose, c'est compliqué. Alors, cet exemple est très simple, mais en dimension 3, sur des vraies pièces mécaniques, c'est nettement plus compliqué. Donc il y a une obstruction ici, à la fois pratique et théorique, sur je voudrais casser cette barre pour changer la topologie, je n'y arrive pas. Donc ça, c'est les méthodes classiques. Et donc ce qu'on apporte ici, nous, ce sont des nouvelles méthodes, c'est le même problème. C'est accroché à gauche et vous tirez au milieu à droite vers le bas. Le noir, c'est le matériau, le blanc, c'est les trous. Ça, c'est la forme initiale et ça, c'est la forme optimale, obtenue avec cette nouvelle méthode dite des lignes de niveau. Et voilà le petit film qui vous montre ce qui se passe. Vous avez vu, il y a des trous qui se sont formés. À nouveau, ça fait un treillis de barres, mais les barres ont pu être cassées par cette méthode-là. Alors, ça, c'est des exemples purement académiques en 2D. Il y a des exemples un peu plus amusants en 3 dimensions. Ça, c'est la forme optimale d'un dôme soumis à une pression, à une force de pression uniforme. Imaginez que c'est sous l'eau, donc il y a une force de pression qui suit la frontière. Et vous voyez, là, je pars d'une boîte de calcul, c'est le liseré noir, et puis j'ai mis une forme initiale qui est sans aucun a priori. La moitié de la boîte est pleine de matière. C'est accroché à 5 points sur le bas, c'est pour ça que ça va faire 5 branches principales. Et il a réussi, l'algorithme, à trouver une topologie, une forme, sans aucune idée a priori sur le dessin. C'est ça la grande force de ces méthodes, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà une première idée qu'on essaye d'améliorer. Vous pouvez partir de rien. Et ça vous donne déjà une première solution. Donc c'est extrêmement important pour les ingénieurs en phase très amont de conception de pouvoir avoir des idées grâce à cette méthode. Un autre exemple, c'est le support en L, c'est accroché en haut ici, et puis vous tirez vers le bas là. Vous avez vu, on est parti de petits trous qui étaient en bleu, et vous voyez une forme d'une certaine complexité topologique apparaître. Et là, la différence par rapport au calcul précédent, c'est que c'est les algorithmes où la forme est maillée de manière exacte. Ce que vous voyez ici, c'est le maillage de la forme qui est parfait. Donc ça, c'est une amélioration extrêmement récente qui améliore encore la qualité de ce genre de méthode. Alors, un dernier exemple qui est un exemple industriel. Alors, souvent, les exemples industriels ne sont pas extrêmement spectaculaires, c'est-à-dire qu'en fait, les pièces qui pèsent lourd et que l'on cherche à alléger, elles sont cachées à l'intérieur, vous ne les voyez pas. Ça, par exemple, c'est un support moteur qui vient de chez Renault, et voilà, ici, c'est cette partie-là à l'intérieur, donc il y a des parties qui ne sont pas optimisables, mais à l'intérieur, on a creusé, on a fait des nervures pour alléger la pièce, tout en respectant le cahier des charges mécaniques qu'elle doit respecter. Et ce que vous voyez, c'est l'évolution des formes à partir d'une forme initiale pleine, il a creusé, on voit les nervures qui apparaissent. Donc pour vous dire que ça, c'est des enjeux assez importants. Je ne sais plus quelle est la réduction du poids, c'est de l'ordre de 10 ou 15%, mais 10 ou 15%, c'est évidemment autant de consommation en moins qui sont vraiment très importants. Alors, quel est l'avenir de ce genre de choses? Je vous ai montré beaucoup de résultats académiques et puis un résultat industriel, et ce résultat industriel, c'est un résultat qui vient d'un projet qui s'appelle le projet Rodin, qui est un projet qui se termine au bout de 3 ans, qui est un consortium avec des partenaires industriels, donc Renault, Airbus, Safran, des partenaires académiques, il n'y a pas que l'école polytechnique, il y a l'université Pierre et Marie Curie, il y a INRIA, et puis un certain nombre de PME, et puis un éditeur de logiciels, le groupe ESI, puisque en fait ces logiciels académiques, avant de pouvoir les transférer à l'industrie,
il faut qu'il soit absolument industrialisé. Et ça, c'est quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte avant, mais c'est que c'est un travail gigantesque de pouvoir mettre dans les mains des ingénieurs des logiciels alchimiques. Il faut que ça rentre dans leur utilisation usuelle, leurs habitudes de calcul. C'est un travail absolument gigantesque. L'innovation, c'est donc, comme vous l'avez vu, de dire que sans idée préconçue, vous donnez juste un espace dans lequel vous cherchez votre forme, les conditions limites. Sans idée préconçue, vous pouvez trouver des formes qui seront optimales. Et évidemment, ce genre de choses dépasse très largement les limitations des logiciels existants. Bon, la conclusion de tout ça, c'est déjà... Pour beaucoup de gens, la surprise, c'est de savoir que les maths peuvent vivre avec le monde industriel. Eh bien, la réponse est oui. J'espère en être un bon exemple. L'autre chose aussi, c'est que, un message très important, c'est que souvent, les gens disent « Ah, c'est super ce que vous faites, etc. » Et vous travaillez dessus depuis combien de temps? 20 ans. Ah bon, il a fallu 20 ans pour ça? Oui, parce qu'en fait, il y a un continuum de recherche entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. C'est pas parce que... enfin, d'ailleurs, ma thèse n'avait rien à voir avec ça, elle était au CEA sur des problèmes complètement différents, et je ne me suis pas intéressé du jour au lendemain à l'optimisation de forme, l'optimisation de structure. C'est qu'en fait, un certain nombre d'idées de maths, sur lesquelles je ne vais pas rentrer, m'ont amené à découvrir que ça pouvait avoir des applications là-dessus. Ce n'est pas en cherchant directement sur l'application que j'y suis arrivé, c'est plutôt en travaillant sur des méthodes qui n'avaient rien à voir, des méthodes dites d'homogénéisation, que je me suis aperçu que ça pouvait servir à ça. Et voilà, le continuum entre recherche fondamentale et recherche appliquée, on ne peut pas séparer l'une de l'autre. Et enfin, bon, ben ça, c'est des travaux qui sont, j'ai cité le projet Rodin, c'est un consortium, je ne suis pas tout seul là-dessus, j'ai nombreux élèves en thèse, des collaborateurs, je l'ai dit, à l'université Pierre-et-Marie-Curie, à l'INRIA, et merci à eux de m'avoir aidé pour mener à bien ces travaux. Voilà. Et merci à toi pour ton explication.